Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du troisième monument de la saison. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de Paris-Roubaix masculin. On va revenir sur la course, sur cette démonstration de l'Alpecin de Koninck. On parlera également de la fameuse chicane. Donc voilà, il y aura pas mal de choses à dire sur cette journée top et flop comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Les shorts TikTok, juste après l'arrivée ou dans l'heure qui suit l'arrivée de la course. Aujourd'hui, ça a mis un petit peu plus de temps, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, tout simplement, voilà, entre-temps. Donc, ça a changé un petit peu ma manière de faire. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie grandement les gens qui le font. Et puis, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Première chose à vous dire, ce soir ou demain, je mettrai le post dans l'onglet communauté. On va faire un nouvel épisode de Départ Fictif pour les nouveaux sur la chaîne. Un Départ Fictif, c'est tout simple. C'est une sorte de foire aux questions sur un moment précis de la saison. Là, on parlera des Flandriennes du côté de ce Départ Fictif. Donc, on fera un débrief de ces Flandriennes. On parlera peut-être aussi des Ardennaises. Voilà, donc ça sera un Départ Fictif Flandrienne et Ardennaise. Donc voilà, vos questions, vous les mettez dans les commentaires de ce post dans l'onglet communauté. Donc voilà, il faudra que le post soit fait. Et au niveau des questions, comme d'habitude, une question ou deux maximum par post. Si vous avez plusieurs questions en tête, faites plusieurs posts. Tout simplement parce que sinon c'est très compliqué. Quand il y a 15 questions dans le même post, c'est très compliqué d'y répondre et au bout d'un moment j'oublie ou je suis obligé de relire 50 fois pendant la vidéo, donc c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, déjà épisode de Départ Fictif. Je pense que ça sera ce soir dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc édition 2024 de Paris-Roubaix. Édition la plus rapide de l'histoire. 48, combien de moyenne? J'ai oublié de tête. 47 802, voilà, quasiment 48 de moyenne. De toute façon, sur le goudron, on était à 53. Entre 52,5 et 53 de moyenne. Voilà. Donc ça vous indique déjà un petit peu comment ça a roulé. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont arrivés fatigués dès le premier secteur. Qu'est-ce qui s'est passé sur le goudron, sur la première phase de course? Il s'est passé quand même quelques petites choses. Alors déjà, le premier attaquant de la journée, ça a été Dries de Monte, le coureur de Decathlon AG2R. Et puis, on a eu quelques petits soucis, notamment avec un changement de vélo pour Mozzato, Van der Moer. Janière également, qui a eu des problèmes techniques dès le départ fictif, où il y avait une petite chute. Et puis, au kilomètre 221, on va avoir une grosse chute alors que l'échappée était sortie avec à l'intérieur notamment Kasper Asgreen, Mark Waller, Maleki Syriza ou Perstrand Hagenes, qui a été celui qui a je pense fait le meilleur résultat, enfin qui a résisté le plus longtemps. Perstrand Hagenes, mais aucun coureur de l'échappée au final n'a fini dans le top 10 de cette course, ce qui est assez rare, il faut également le souligner. Donc à 221 km de l'arrivée, une grosse chute avec notamment Lorenz Rex, Jonathan Milan, Nils Politt est dans cette chute. C'est celui qui s'en sortira le mieux sur cette journée. On a également Dujardin, Milan, Gachignard, Merlier, Hofstetter, Wellsworth, Bettiol. Tous ces coureurs-là sont impliqués. Viviani sera le plus largement touché, mais c'est des coureurs qui vont pour la plupart se retrouver en difficulté, encore une fois, sauf Politt, qui va lui s'en sortir un peu mieux que les autres, et Milan également, qui je crois s'en sortira pas mal. À ce moment-là, l'écart va augmenter entre le groupe d'échappés et le peloton. Jusqu'à ce moment-là, il y avait à peine une quinzaine de secondes d'écart. Et puis ensuite, l'écart va augmenter, mais ne dépassera jamais véritablement la minute 30, minute 45, bien contrôlé par Alpecin de Koninck qui contrôlera toute la journée. On arrive très vite dans le premier secteur. L'échappée de devant perd un homme, Gleb Syriza sur crevaison. Et puis Merlier, qui avait réussi à revenir dans le peloton, va être
lâcher dès le deuxième secteur, alors que dans le premier secteur, c'est Laporte qui aura une première crevaison. Et en fait, très vite, on va perdre quasiment les 3/4 du peloton. C'est-à-dire, dès les 2-3 premiers secteurs, on se retrouvera avec un peloton largement amoindri. Pourquoi? L'Alpecin de Koninck a décidé d'emmener sur un énorme rythme. Ce qui fait qu'on se retrouvera très vite à ce que les échappés soient repris. Ils vont rester devant que pendant 3-4 secteurs. Et puis ensuite, ça sera le groupe 2, quasiment à 150 bornes de l'arrivée. Le groupe 2 sera distancé. Le groupe avec Laporte notamment, avec Mozzato. Et tous ces coureurs-là ne reviendront jamais dans le peloton. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a des coureurs qui ont fait tous les secteurs pavés dans le deuxième peloton, à l'arrière, qui n'ont jamais vu Van Der Poel quasiment de la course dans le premier peloton. À 129 km de l'arrivée, alors que Joshua Tarling avait eu un problème technique une dizaine de kilomètres auparavant, qu'il avait réussi à revenir très rapidement dans le peloton, eh bien, le coureur britannique est exclu pour être resté accroché à sa voiture. Et puis ensuite, eh bien, le groupe du peloton n'aura pas trop de soucis. On restera sur un gros rythme, mais il n'y aura pas trop de lâcher. À part Marco Haller, Abrahamsen, Dries de Monte également, mais qui sont des coureurs qui étaient déjà à l'avant depuis, qui étaient déjà quasiment dans l'échappée matinale. On aura des crevaisons, notamment pour Dries Van Gestel. Et puis ensuite, on arrive assez vite à la trouée d'Arenberg avec seulement 30 coureurs à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à 130 bornes de l'arrivée, quasiment les 30 de devant à 130 bornes de l'arrivée, c'est les 30 qu'on va voir jusqu'à la fin de la course. La chicane qui se passe extrêmement bien, mais en même temps, avec 30 coureurs, ça va être compliqué d'être en difficulté. Alors, chicane aussi, j'en parlerai plus tard de la chicane. Donc, dans cette trouée d'Arenberg qui devient plus difficile parce que l'approche est beaucoup plus lente, eh bien, Van Der Poel accélère. Et au sommet, ils ne sont que 4 avec Van Der Poel, Pedersen, notamment, je crois, me rappeler, pas Stefan Küng qui est dans un deuxième groupe, sauf que pas de chance, Philipsen crève, il est obligé de changer de vélo juste avant le secteur de Pongibus, et à ce moment-là, eh bien Van Der Poel, je vais pas dire décide d'attendre, mais va pas faire un gros tempo à l'avant. On se retrouve donc juste à la sortie de Pongibus avec une crevaison de Pedersen, crevaison de Jordi Meeus et un groupe de nouveau de 25-30 coureurs à l'avant. À la sortie de Pongibus, il va y avoir une phase de transition. Et à ce moment-là, on a Vermersch qui sort avec Stefan Küng, avec également Nils Politt à 3. Les hommes qui vont rester pendant une petite quinzaine de kilomètres avant de se faire reprendre aux alentours de 70 km de l'arrivée. À 67 km de l'arrivée, pas mal de coureurs vont avoir des soucis, notamment Bissegger, crevaison. Van Dijk est obligé de changer de vélo. On a une tentative avec Pittier et Vermersch, mais qui ne donnera pas grand chose. Et puis au secteur d'Orchy, à 59 km 500 de l'arrivée, eh bien, vous avez l'attaque de Van Der Poel qui décide de sortir sort. Et ensuite, dernière, on est complètement résigné. Il ne se passera plus grand chose à part gérer la chute de Laurens Pitty, puis dans le carrefour de l'Arbre, à la sortie de Pedersen avec Stefan Küng notamment. Mais sinon, il ne se passera plus grand-chose dans la dernière partie de course avec un Van Der Poel qui sera dominateur. On va revenir sur la chicane. Alors déjà, je m'excuse parce que je vous avais donné une fausse information. Bon, voilà, ça m'arrive. J'avais compris du côté de la chicane quelque chose qui n'était pas en fait la réalité. Donc du côté de cette chicane, moi, j'avais compris qu'ils allaient un peu plus loin que le terre-plein pour faire le demi-tour. En fait, non, ils servaient du terre-plein pour faire demi-tour. Bon, c'est difficile de juger cette chicane en termes de sécurité parce qu'on est arrivé avec seulement 30 coureurs. Moi, je pense quand même que cette chicane a changé par contre la physionomie de la course. Elle a créé cette situation de Alpecin de Koninck qui a décidé de faire le ménage très tôt. Parce que Alpecin de Koninck s'est dit, si on est à 125-130 à l'approche de la chicane, ça ne marchera pas. On sait qu'en plus Van Der Poel faisait plutôt des coureurs qui étaient contre cette chicane. Et je pense que cette approche modifiée de Arenberg, avec le vent de dos aussi, ont créé cette situation de course où Alpecin s'est dit faut dynamiter, on ne veut pas se retrouver à 100-120 coureurs à l'approche de la chicane, ça va être trop dangereux.
Le vent de dos, le vent de côté a aussi bien aidé. Ce vent de trois quarts dans certains secteurs a fait que Alpecin a réussi à créer des cassures. Mais je pense que ça a modifié l'approche tactique de la course. Ça a fait que la course s'est décantée beaucoup plus loin. Parce qu'on s'aperçoit que la trouée d'Arenberg a fait énormément de mal à beaucoup de coureurs. Mais ça a presque créé la même situation que chez les filles. C'est-à-dire qu'on a eu ensuite une course d'attente. C'est-à-dire après la trouée d'Arenberg, pendant une grosse trentaine de kilomètres, on a une situation un peu d'attente. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop quoi faire au niveau de la plupart des coureurs. Donc je dirais que la chicane a été intéressante au niveau spectacle de la course parce que ça a créé du spectacle très loin de l'arrivée. Alors certains diront ça n'a pas créé beaucoup de suspense. Après, Van Der Poel était quand même largement au-dessus du lot. Ça a peut-être forcé cette équipe Alpecin à faire une démonstration aujourd'hui. Et puis bon, il y a parfois des éditions, certains ont dit c'est la pire édition de Paris-Roubaix qu'ils ont jamais vue. Il y a d'autres éditions de Paris-Roubaix où ça se décante très loin de l'arrivée. La victoire de Cancellara, quand il part à 60 bornes de l'arrivée, ça se décante très loin. Tom Boonen, quand il part avec Terpstra, ils partent à deux, ils sont à plus de 80 bornes de l'arrivée. Il n'y a pas eu non plus tant de suspense que ça cette année-là. Donc c'est pas la seule édition où il y a eu une démonstration d'un coureur sur les 15 dernières années. Donc voilà, du côté de mon avis sur la chicane, en termes de spectacle ça a fait du bon, en termes de sécurité c'est dur à juger. Je pense quand même que s'il y avait eu 120 coureurs, il y aurait eu embouteillage au niveau de l'épingle. Je pense que c'est une solution transitoire, il y aura peut-être une autre idée l'année prochaine. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, pas vraiment de surprise, je commence avec Mathieu Van Der Poel. Trop fort, trop fort aujourd'hui, Van Der Poel, trop fort. Son équipe, il faut aussi saluer le travail de la Alpecin, le travail de Timo Kehlich jusqu'à sa crevaison, le travail, la course de Vermeersch de Philipsen. Vermeersch, il a quand même apporté beaucoup parce que il a créé de l'indécision chez certains leaders. Cette situation où on a Pedersen qui n'est pas dans le premier groupe, où on se retrouve à voir Vermeersch avec Polit et Kung, on voit bien que ça emmerde Polit et Kung. Au bout de 4-5 km, ça les emmerde d'avoir Vermeersch. Le fait d'avoir Philipsen, à chaque fois ça bloquait les groupes, l'entendre dans les groupes. Et Van Der Poel, ensuite il fait une démonstration. Mais comme au Tour des Flandres, je pense qu'il est dans la forme de sa vie. Vraiment Van Der Poel, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort. Donc pour l'Amstel, il va falloir compter sur lui parce qu'il va être très costaud, mais je crois qu'il n'a jamais été aussi fort. Voilà. Il fait encore une démonstration aujourd'hui. C'est une démonstration, mais pour moi c'est une démonstration de Van Der Poel, mais je dirais que c'est plutôt une démonstration d'Alpecin de Koninck. Parce que aujourd'hui, quelle équipe a pu vraiment menacer la Alpecin? Lidl c'était un ton en dessous, Groupama c'était un ton en dessous. UAE c'était un ton en dessous. C'est la seule équipe collectivement, c'était eux qui étaient les plus nombreux dans le groupe de 30 et ils ont réussi à faire péter le peloton. Enfin voilà, ils ont fait une course vraiment de démonstration aujourd'hui. Il n'y avait rien à faire face à Alpecin de Koninck avec un Van Der Poel qui a été au-dessus, il faut bien le dire. Quand il sort, c'est vraiment du costaud. Avec un Philipsen qui était, je pense, le deuxième plus fort aujourd'hui. Philipsen, parce que il fait deuxième, mais qu'on voit dans le secteur de Cruzon, il fait mal à la fois à Pedersen, il fait mal à Kung, il fait mal à tout le monde. Dans le secteur de Cruzon, qui est pourtant pas le secteur le plus compliqué. Voilà. C'était une démonstration aujourd'hui. Moi, je trouve que c'était quand même beau à voir. Cette maîtrise pendant 250 bornes, la maîtrise qu'a eu cette formation, ils n'ont jamais vraiment été inquiétés. Allez, pendant 3-4 km où tu as le groupe Vermeersch, Kung et Polit, mais tu vois assez vite que Vermeersch, en fait, il les emmerde plus qu'autre chose. Et de toute façon, ils avaient toujours presque un coup d'avance sur les adversaires. Donc non, c'est vraiment une démonstration. J'ai pas grand-chose à dire en fait sur Van Der Poel, à part que il est en train de se faire l'un des plus gros palmarès du cyclisme sur les classiques flandriennes. Ça montre aussi peut-être qu'il y a un petit manque d'adversité. Van Aert par exemple, là, a été blessé cette année, mais est-ce que Van Aert il aurait été vraiment en mesure de menacer un Van Der Poel à ce niveau-là? Pas sûr. Pedersen, à part Hagan, qui n'est pas la plus dure des classiques, tu t'aperçois que sinon c'est compliqué. Pedersen pour le moment sur ces épreuves-là pour aller chercher Van Der Poel.
Ce qui fait aussi ces démonstrations-là, c'est le fait qu'il domine. Aujourd'hui, il a une jambe au-dessus de tout le monde. Je pense que sur l'Amstel, par contre, ça va être un petit peu différent, ça sera plus compliqué. Mais il est pour moi dans sa forme de sa vie, dans la forme de sa vie. Hein. Mathieu Van Der Poel, aujourd'hui, il est presque intouchable. Voilà. Et sur ces épreuves flandriennes, il a dominé ces épreuves flandriennes. C'est-à-dire que quand il était au départ, c'était une démonstration et 3 monuments gagnés du côté d'Alpecin. C'est-à-dire que cette équipe-là, certes, à chaque fois, je lui reproche de ne pas avoir de grimpeurs, notamment de ne pas avoir vraiment de puncher, mais dans cette spécialisation-là sur les épreuves flandriennes et sur les sprinters, aujourd'hui, il maîtrise parfaitement ces domaines-là. Quand on voit Philipsen faire un sprint, c'est exceptionnel, c'est très compliqué d'aller le battre. Van Der Poel, enfin voilà, il est juste sensationnel sur ces épreuves-là. Axel Lorentz aussi. Tu vois que c'est l'équipe qui maîtrise le mieux ce domaine-là. Alors oui, moi ça m'énerve un petit peu du côté de la montagne où ils n'ont pas grand monde. Mais si c'est pour devenir comme Soudal Quick-Step, ça fait peut-être réfléchir aussi un petit peu cette formation, quoi, parce que quand tu vois la situation de la Soudal, c'est vrai que tu te dis, bon, ils font peut-être mieux de rester dans un domaine de compétences qu'ils maîtrisent à la perfection. Quick-Step a fait ça pendant 15 ans aussi, Quick-Step, Maped, où ils sont restés dans leur domaine de compétences qu'ils maîtrisaient le mieux. Bon, aujourd'hui, tu te dis, est-ce qu'ils ont fait le bon choix de miser sur la montagne du côté de la Soudal Quick-Step ? C'est difficile à dire, je dirais que c'est mitigé. Alors que du côté de Alpecin, ils ont des très bons sprinters, hein, même si Caden Grove en ce moment est un petit peu aux abonnés absents, mais bon, Philipsen, Axel Lorentz, ça marche du tonnerre de Dieu. Bon, il y a même Quinten Hermes qui a retrouvé un petit peu des couleurs sur le tour du Pays Basque. Donc et puis ils font une super période, avril, ils sont quand même exceptionnels en ce moment. Donc non, très fort. Très fort du côté de cette formation. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Et puis là aujourd'hui ils ont fait une démonstration. Enfin, quand tu vois le travail qu'a battu Timo Kelish, Vermeersch aussi, ils ont été tout simplement au-dessus. Hein. Donc non, très très fort du côté de cette équipe. Très fort et impressionnant. Deuxième coureur top, Pedersen. Il a tenté face à l'Armada. Je pense qu'il lui coûte cher, c'est sa crevaison. Parce qu'elle n'arrive pas au bon moment. C'est le seul problème qu'il a eu. Mais tu vois que c'est un problème qu'a pas eu Van Der Poel, alors qu'a eu Philipsen, qu'a pas eu Van Der Poel. Et je dirais qu'on a beau dire aussi, mais chez Alpecin de Koninck, très peu de problèmes techniques aujourd'hui par rapport à d'autres équipes. Hein. Et c'est ce qui fait la différence au final. Non, Pedersen, il a fait le maximum. Je pense qu'on a bien couru autour de lui. J'ai bien aimé ce qu'a fait le petit Matthias Vachek, par exemple, qui je trouve a fait une belle course. Dommage, Milan tombe, Edouard Teuns également, qui se retrouve en difficulté assez vite, pardon. Mais autour de Mats Pedersen, je trouve qu'on a fait une belle journée. Et puis encore une fois, un très bon Matthias Vachek. Faudra le voir à l'avenir, Vachek, quand même sur ces épreuves-là, parce que je trouve qu'il a été très solide. Alors il finit 43e, mais il a quand même dépensé beaucoup d'énergie auparavant. Il avait pris l'échappée notamment de la Corside classique. Il avait fini 21e, il était dans le bon groupe. Il fera Eschborn-Frankfurt, lui, au mois de mai, pardon, je vais y arriver. Et puis il fera la Vuelta, surtout Vachek. Pas mal de courses, le Czech Tour, le Tour de République tchèque en juillet, le Tour de Norvège au mois de mai, le Tour de Hongrie également au mois de mai. Voilà, il aura un programme assez intéressant pour un coureur qui n'a que 21 ans. Il mise sur lui, hein, parce que pour le lancer directement sur la Vuelta, c'est quand même un peu une prise de risque. Donc ça montre que c'est un coureur qui est intéressant et qui est bien surveillé par cette équipe. Mais oui, Pedersen, il n'y avait pas grand chose à faire. Mieux que 3ème, c'était compliqué quand même aujourd'hui. Il bat Kung,
Si tu vas par là, il bat Polite. Bon, il bat des très bons coureurs. Bon, Polite, il a encore couru pour faire 4. C'est un peu dommageable qu'il n'ait pas tenté un truc un peu dans le final. Enfin, dans les images qu'on a vues. Mais Pedersen, oui, bah, c'était pas simple aujourd'hui parce que bah, la crevaison est pas évidente. Peut-être aussi qu'il a été un peu fatigué avec sa chute à travers la Flandre. Parce que c'est vrai que contrairement à Van Der Poel, bah, lui, il y a eu cette chute-là. Mais peut-être parce que Van Der Poel a fait une meilleure programmation de saison par rapport à Pedersen. Et puis après, bon, bah, l'équipe travaille bien autour de lui. Bon, c'est dommage cette crevaison à la sortie de Pongibus. Parce que ça lui coûte un petit peu d'énergie, je pense, à ce moment-là. Pendant 5-6 km, il est un peu à l'arrière, il est obligé de rouler un peu fort. Sinon, il fait une belle journée. Il n'y a pas vraiment de déception pour le coureur danois. Je continue avec la Groupama FDJ. Bonne journée, la Groupama. Avec 2 coureurs dans le top 10, Kung 5, Pitty 7. Pitty en plus c'est bien, c'est un premier gros résultat sur une classique flandrienne parce que jusqu'à maintenant on l'avait bien vu Laurens Pitty, mais il n'y avait pas le résultat final, voilà, parce que c'était sur Gand, non c'était pas sur Gand, c'était sur travers la Flandre où il abandonne. Si, c'est sur Gand où il est dans l'échappée mais il se fait lâcher. Pareil sur Kuurne où il est dans le bon groupe mais il se fait lâcher. Donc il n'avait pas ce grand résultat là, à part le Sama où il avait pris la 8e place, mais il lui manquait ce gros résultat sur une épreuve avec des pavés, et là il l'a obtenu. Donc je suis content pour lui parce qu'il a fait encore une fois une grande course. Il a été très très impressionnant, Pitty, et encore une fois une belle maîtrise, et malgré le fait qu'il tombe, c'est-à-dire il finit à quelques secondes. Alors il finit derrière Vermeersch, mais il finit qu'à 40 secondes de Stefan Kung, alors qu'il tombe, il tombe quand même assez violemment sur l'épaule. Donc ça montre que c'est un solide au mal, et sur les pavés il faut être un solide au mal. Et puis c'est un mec qui a été présent dans les bons coups pendant toute l'année, même si parfois il n'a pas pu aller au bout. C'est vrai que je me disais, sur Paris-Roubaix, je ne l'avais pas mis parmi mes favoris, ou les coureurs à suivre, parce que je m'étais dit 260 bornes, je pense qu'il ne va pas tenir la cadence. Je m'étais dit, en plus avec le vent de dos, peut-être que bon, ça allait partir de loin. Je m'étais dit, il va peut-être pas tenir la cadence. Et il a tenu la cadence jusqu'au bout. Donc bravo Laurens Pitty. Stefan Kung, toujours placé, jamais gagnant, j'ai envie de dire, cette année. C'est-à-dire que quand on regarde les résultats de Stefan Kung, il est 3e à travers la Flandre. Bon, sur le Tour des Flandres, c'était un petit peu plus compliqué. 14e de Gand, 16e du Grand Prix E3, 16e de Nokere et de Omloop. Donc il a été placé tout le temps. Il lui a manqué ce petit truc en plus. Il lui a manqué cette petite étincelle, je sais pas, ce petit paramètre en plus qui aurait fait la différence. Peut-être aussi que cette saison, cette préparation qui a été quand même un petit peu perturbée, surtout Tirreno, il lui manquait peut-être des jours de course tout simplement avec Tirreno qui l'a pas fait, qui devait faire, il n'a pas rattrapé ces jours-là de course, donc ce fait qu'il a que 14 jours de course. Au final dans les pattes, il lui en a peut-être manqué un petit peu à Kung, mais il a quand même été régulier sur toute la saison, il apporte des gros points. Il est à 764 points UCI, donc c'est quand même déjà pas mal. Alors c'est sûr que comparé à Van Der Poel, il est déjà à 2535 points UCI. Voilà, c'est quand même affolant ce qu'arrive à faire Van Der Poel. Pire résultat, 10e de Milan-San Remo. 5 jours de course, quand même assez impressionnant. Et puis pour le moment, il est au-dessus. Il est au-dessus quand on regarde ce qu'il arrive à faire. Enfin, il fait du super boulot. C'est difficile d'aller chercher. C'est difficile de faire autre chose, quoi. Et non, mais Kung, très bien. Et puis les Wisaski aussi, qui a fait un bon travail d'équipier. Enfin, je trouve que voilà, du côté de la Groupama, c'est une équipe qui a été présente aujourd'hui. On a même Marc Sarro qui était bien dans le deuxième groupe, qui roulait un moment dans le deuxième groupe,
qui finit 46e. Alors que bon, j'y croyais pas des masses à Marc Sarrault. C'est une équipe où tous les coureurs ont fini. Ça montre aussi une force un peu collective. Non, et puis ils marquent tous des points. Enfin, il y a quand même 4 coureurs qui marquent des points UCI. Et puis ça fait 500 points UCI marqués aujourd'hui. Donc plus de 500 points même UCI. Ça fait 600 points UCI marqués. 630 voilà, marqués aujourd'hui. Donc c'est une très belle journée du côté de la Groupama. Il n'y avait pas grand chose de mieux à faire. Et puis je termine avec un dernier coureur top, Wareshkold, très bien. Wareshkold, bon voilà, c'est un coureur qu'on avait vu sur le Shell des Prages, qu'on avait vu, qu'on le voit beaucoup sur les sprints. Je trouve que c'est un coureur qui a pris de la caisse cette année, qui progresse, Wareshkold. Donc c'est intéressant de le voir. Et puis chez Uno X, bah, c'est l'un des rares qui arrive à être à un très bon niveau. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est une équipe qui est un petit peu décevante. Mais je trouve que ce que fait Wareshkold, c'est vraiment pas mal. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en top. J'aurais pu mettre en top aussi Jordi Meus, pas mal, qui prend une 8e place. Bon, les pavés sur le plat, ça ne le gêne pas. Fred Wild, qu'on a un peu retrouvé, 12e. Van Gestel, il aura des regrets avec ses crevaisons, parce que ça lui a coûté cher au niveau physique. Je pense qu'il était en grande condition. Mon Pidcock qui fait 17. Pour un mec qui était blessé, un petit peu amoché sur le Tour du Pays Basque, c'est quand même très très fort. Donc voilà, des petits bonnes notes en plus sur cette course. Même Poli, bon, dommage que Poli qui n'ait pas tenté quelque chose dans le final pour tenter d'aller chercher une deuxième place, mais c'est quand même intéressant de le voir, le niveau qu'il a eu sur ce mois et demi de compétition. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On termine avec les bonnets d'âne du jour. Bah, je commence avec un premier bonnet d'âne, les Français. On ne s'attendait pas à grand chose. On ne s'attendait pas, c'est vrai, à quelque chose d'incroyable. Mais le premier Français, c'est Laporte, il est 25e. Il n'y avait aucun Français dans le groupe de 30. À part Jordan Labrosse, mais qui a été éliminé assez vite. Et puis Jordan Labrosse, ça reste un jeune coureur. C'est un coureur voilà, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça chez les pros. C'était son premier Paris-Roubaix. Bon, Laporte, il a eu une crevaison d'entrée. Certains diront que c'est la malchance, des fois aussi. C'est un peu le placement. Et puis Laporte, souvent, il a des crevaisons. Souvent, il a des problèmes techniques quand même sur Roubaix. Hein. Donc ça s'accumule un petit peu du côté de Christophe Laporte. Mais c'est vrai que le premier Français est très loin, final. C'est donc Christophe Laporte qui est premier Français. Ça c'est un petit peu dommageable. Deuxième Français donc Gachignard. Hugo Page, il a craqué aussi, mais à un moment il était plutôt bien placé, mais il a dû avoir peut-être des soucis techniques. Adrien Petit, bon on l'a pas vu, on l'a très peu vu aujourd'hui, Adrien Petit. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être eu une chute, il a abandonné. C'est rare quand Adrien Petit abandonne cette épreuve. Brofstetter, bon, c'est pas comme si on avait énormément vu les Israël aujourd'hui. Turgis, bon, il a été transparent sur cette campagne de classique, hein, il faut bien le dire. Je pense que les non-invitations, ça lui a sapé le moral, il n'a jamais vraiment réussi à s'en remettre. Sénéchal, bon, bah, il l'a dit, il courait avec une plaque dans l'épaule, la clavicule n'était pas encore solidifiée. Je pense qu'on a peut-être pris un risque en voulant qu'il revienne au bout de 4 semaines de course. Il aura peut-être fallu être plus calme. Et puis bon, Rémi Cavagna, quand on ne sait pas frotter, c'est quand même compliqué Roubaix. 103e, Alexis Renard lui a fini hors délai. On ne s'attendait pas à grand chose, mais on se dit quand même que Christophe Laporte, ça pouvait peut-être faire mieux. Et puis c'est frustrant parce qu'il finit 25e, c'est l'un des premiers du deuxième groupe. Au final, si je regarde Laporte, vous avez Christophe. Oui, dans le groupe avec Christophe, c'est les meilleurs du deuxième groupe. Donc voilà, c'est des coureurs qui ont réussi à revenir sur des premiers. Il est avec Naison aussi, c'est un peu frustrant pour le Belge. Mais ne pas avoir un coureur qui était dans le groupe de devant, ça c'est très frustrant.
voilà, encore une fois, Turgis, il traverse cette saison difficilement. Je pense que vraiment le fait qu'il n'y ait pas les invitations, ça lui a fait mal. Et c'est quand même dommage, on a un seul monument en France. On n'a pas 150 grosses épreuves d'un jour en France. De classique niveau World Tour, il y a ça, et puis il y a Bretagne classique. Bon, c'est un peu dommageable qu'on passe à côté sur l'une des grosses épreuves de l'année. Il y a Paris Tour aussi en fin de saison, mais voilà, des grandes classiques d'un jour. Paris-Roubaix, c'est peut-être la plus belle des classiques. Bon, c'est un peu dommage de passer à côté. Bon, depuis quelques années, en plus, on passe à côté. Hein. Sur Roubaix, c'est vrai que c'est une épreuve où, tu vois, déjà, si je remonte en 2023, le premier Français en 2023, c'est Laporte, mais qui est 10e. Les autres sont assez loin. Si je regarde 2022, premier Français, c'est Petit et Pichon. Donc, tu vois, là, on avait réussi à en mettre deux, avec Sénéchal qui était même 13e. Donc, ouais, c'est un peu dommageable. Laporte qui avait fait 6 en 2021. Bon, en 2020, il n'y avait pas eu d'édition. En 2019, c'était Sénéchal. Je crois que ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas eu un Français, tu vois, de ne pas avoir un Français dans le top 20. Parce que ouais, il faut remonter à 2018. Marc Sarrault était 26. Mais c'est vrai que ces dernières années, on avait réussi à caler quand même des coureurs dans le top 10. Donc ouais, c'est un peu tristoun du côté des Bleus. Enfin, du côté des Français. Deuxième, la Soudal. Ah ouais, mais bon... Certes, cette campagne de classique, bon, c'est plus la priorité de la Soudal Quick-Step, ça on a bien compris, c'est plus la priorité de la Soudal Quick-Step. Bon, ok. C'est plus les courses qui les font rêver. Mais on passe quand même d'une équipe qui, en 2018, est capable d'obtenir des résultats sur ce type de course. Il y a eu vraiment un avant, un après Covid, presque, je dirais, du côté de ces épreuves pour la Soudal Quick-Step. Ça fait quand même depuis 2022 qu'il n'y a pas eu de grands résultats sur ces épreuves-là, quoi. La dernière grande course remportée pour moi, c'est le Tour des Flandres. Donc c'est 2021. C'est Tour de Flandre. Et déjà, cette année-là, pour moi, c'est Asgreen qui obtient les résultats. C'est Asgreen qui sauve la saison de classique de la Soudal Quick-Step. Depuis, c'est le néant. Alors, je veux bien qu'on me dise, on passe du côté de la montagne, mais bon, dans ce cas-là, il faudrait peut-être un collectif montagne plus imposant que ça, parce que j'ai l'impression qu'on a décidé de passer, bon, tout sur Remco Evenepoel, on va dire, avec un peu plus de collectif montagne. On délaisse quasiment tous les autres domaines. Moi, j'ai connu une époque où il n'y avait pas seulement un sprinter chez Soudal Quick-Step, tu en avais plusieurs. Moi, j'ai connu une époque où tu avais des punchers chez Soudal Quick-Step. Bettini, à la grande époque de la Quick-Step, c'était costaud. Tu avais quand même pas qu'un seul sprinter. Aujourd'hui, à part Merlier, c'est quand même... bon, maintenant, tu as Magnier, on va dire, et Lamperti, mais qui sont quand même des jeunes coureurs. Ils ne sont pas encore des top sprinters. Je trouve qu'on se concentre, ok, sur la montagne, mais déjà on n'a pas un collectif montagne qui est hyper impressionnant non plus, et on a délaissé tous les autres domaines du cyclisme, c'est-à-dire les Flandriennes, on a délaissé, les contre-la-montre, on a délaissé aussi, parce qu'à part Remco Evenepoel sur les gros chronos, c'est quand même une équipe qui à une époque a été championne du monde du contre-la-montre, Soudal Quick-Step. C'est une équipe qui était capable d'avoir plein de punchers. Aujourd'hui, vous avez Alaphilippe qui n'est pas au top. À part Alaphilippe, et Remco Evenepoel, Van Sevenant, c'est quand même le néant aussi en termes de résultats. Je trouve que c'est une équipe qui a délaissé pas mal de secteurs. C'est quand même une équipe qui, je pense, a fait de la mauvaise gestion parce qu'on critique Alaphilippe. Je rappelle qu'il y en a un qui lui a donné un contrat derrière, qui est Patrick Lefebvre. Je ne suis pas sûr que c'était l'idée du siècle de donner l'un des plus grands contrats à Julien Alaphilippe, en sachant que c'était quand même un mec qui n'était pas le plus régulier au monde et que moi je pense qu'à vouloir le garder à tout prix, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Casper Asgreen, il fait la même erreur. Yves Lampart, il fait la même erreur. Ça commence à se répéter énormément quand même du côté de Patrick Lefebvre. Et tu laisses partir des jeunes talents comme Badjoli,
comme Vermont, qui pour moi sont des bons coureurs. Et puis tu sens bien que dans la gestion de l'équipe, c'est quand même problématique. Et là, quand tu vois l'équipe au départ, tu te dis Lampard, Kasper Asgreen, Merlier, il y a quand même quelque chose à tenter. Alors Merlier, pas de chance, il tombe assez vite. Il y avait Moscon aussi, où tu te dis, bon, Moscon, en plus, il avait fait un week-end d'ouverture qui était intéressant. Bon, ensuite, il a complètement disparu. Mais tu te dis, putain, t'as Lampard, Asgreen, Merlier, Moscon, t'en as quand même 4 qui sont quand même des coureurs qui peuvent être des bons outsiders aujourd'hui. Il n'y a aucun des 4 qui est capable de rentrer dans le top 20. Le premier coureur, il est 36e. Il n'y en a aucun dans le groupe de... Enfin, il n'y a que Asgreen dans le groupe de 30, sauf qu'il a disparu très vite parce que pour prendre l'échappée, ça a déjà été une grande bagarre. Le fait de voir Asgreen prendre une échappée, c'est quand même aussi un peu un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que tu sais bien que tu n'as pas le collectif pour aller jouer devant. Et puis après, derrière, c'est quand même un petit peu le néant, quoi. Et moi, je me dis, sur une équipe de ce niveau-là, ça fait triste. Et puis, encore une fois, bon, je l'ai déjà répété, mais moi, je suis en désaccord avec Patrick Lefebvre quand il dit on gagne une classique ardennaise, ça nous sauve la saison. Non, parce que pour moi, Soudal Quick-Step, pour tes fans flamands, les Ardennaises, en Liège-Bastogne-Liège, ça compte beaucoup moins que le Tour des Flandres. Donc voilà, et que Paris-Roubaix, donc tu sauves pas ta saison en faisant de cette manière. Et puis tu t'aperçois en plus que du côté de Soudal Quick-Step, encore une fois, comme je le disais, c'est 5-6 individualités qui t'apportent la majorité des résultats. Pas de chance pour eux. Remco Evenepoel tombé out, Landa out, Merlier, il faudra voir parce qu'il est quand même tombé assez violemment. T'as Van Wilder derrière qui est encore au top. Mais bon, c'est encore une fois 6-7 éléments qui t'apportent les résultats. Si ces 6-7 éléments-là ont des problèmes, tu te retrouves en grande difficulté derrière. Donc, quand tu connais quand même le budget de cette équipe, qui est quand même un budget 25-30 millions d'euros, enfin, peut-être pas 30 millions d'euros, mais on est aux alentours de 25 millions d'euros. Donc, c'est un budget moyen aujourd'hui d'équipe World Tour. Je trouve qu'avec ce budget-là, il pourrait faire mieux. Je trouve que ça bosse pas très bien, vu le budget qu'a cette formation, et je pense qu'il y a eu des problèmes de gestion d'effectifs, de management au niveau des contrats qui ont été ratés, de donner des aussi grands contrats à des coureurs comme comme Lampard, qui est quand même un coureur un petit peu atypique, comme aussi Julien Lafilippe. Bon, je trouve que c'était quand même une énorme prise de risque au niveau de cette formation. Je continue avec Tarling. Ouais, c'est dommage Tarling quand même. Hein. C'est dommage. Bon, c'était sa découverte aussi, je crois, de Paris-Roubaix. C'était une découverte musclée. Il a une crevaison alors qu'il est dans le bon groupe. Ça, c'est sûr que c'est toujours frustrant. Les voitures n'arrivent pas. Je me dis quand même qu'il n'y avait pas d'assistant très présent de la part d'Ineos parce que je suis assez surpris qu'on n'ait pas pu lui changer la roue, ou soit il n'a pas senti la crevaison tout de suite. Bon, il se retrouve dans une zone de transition. Les voitures n'arrivent pas parce qu'elles étaient bloquées derrière le peloton Laporte et qu'il y avait quelques groupes de coureurs lâchés. Je crois qu'il y avait Dries de Bondt notamment qui sont revenus ensuite dans un second temps. Bon, il arrive à changer sa roue tardivement et puis il fait l'erreur de vouloir rentrer adossé à la voiture. Sauf qu'on sait très bien à Roubaix, c'est pas le premier coureur qui se fait exclure à Roubaix de cette manière-là. On sait qu'à Roubaix, les commissaires sont assez intransigeants sur les bidons collés. Et voilà, il se fait disqualifier tout de suite. De toute manière, enfin, c'était assez intriguant. Quand vous revoyez, vous avez un mec qui crevait, 3 km après, il est de retour dans le peloton, alors qu'il avait que sa voiture devant lui, c'est suspect. Voilà. Et donc la suspicion fait que vous avez les commissaires vidéo de l'UCI. Les commissaires vidéo de l'UCI, ils ont vu tout de suite qu'il était bidon collé et que voilà, et que il a été aidé par son directeur sportif. Bon, c'est dommage pour Joshua Tarling parce que il perd de l'expérience sur des secteurs qui étaient importants parce que ça arrivait à 130 km de l'arrivée, donc la trouée d'Arenberg, le secteur de Valers, c'est tous des secteurs qu'il n'a pas pu voir. Et puis je me dis quand même qu'à une époque ça serait pas arrivé chez Ineos, je parlais de la Soudal Quick-Step, mais je trouve aussi une équipe où en ce moment ça bosse pas très bien, c'est Ineos.
Bon, la mort de Nicolas Portal leur a fait beaucoup de mal au niveau management. Nicolas Portal, il avait réussi à faire une équipe, c'était une armada. Ça fait quand même depuis 3 ans où c'est une équipe qui a du mal quand même à sortir des gros talents. Et qui fait, je trouve, pas mal d'erreurs aussi stratégiques. Je dis que c'est une équipe qui n'a pas compris aujourd'hui sur certaines épreuves qu'elle n'a pas un leader et qui roule comme à l'époque où il y avait Froome, sauf qu'il n'y a plus Froome, enfin ils n'ont plus ce talent forcément là qui était largement au-dessus du lot. Je sais plus sur quelle épreuve où ils avaient déjà fait une énorme erreur stratégique. On en avait parlé, j'avais dit, bon, à l'époque de la Sky, ça serait pas arrivé. Là encore, le bidon collé, c'était pas un truc habituel chez Ineos de faire ça. C'est un truc où ils se font disqualifier. C'est un peu tristoun et c'est une équipe qui bosse de moins en moins bien. Il faudra voir aussi du côté de Viviani, il est tombé assez lourdement pour un coureur qui doit faire les Jeux Olympiques au niveau de la piste. J'espère qu'il ne sera pas absent trop longtemps parce qu'il est dans cette grosse chute au bout d'une quarantaine de kilomètres de course. Et puis bon, bah dommage, oui, du côté de Tarling parce que ça te met en grande difficulté. Lascano, du côté de Movistar. Abandon aujourd'hui de Lascano. Alors, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il est tombé à haute vitesse? Je n'ai pas vu, mais c'est vrai que c'est un coureur sur lequel je misais. Moi aussi, Lascano, en me disant, c'est vrai qu'il a été bon sur le Tour des Flandres. C'est un coureur qui peut être intéressant. Surtout, il a des bonnes qualités de rouleur. Lascano, il a des bonnes qualités de puissance. Bon, il a abandonné. C'est le seul coureur de l'équipe qui a abandonné. C'est dommage du côté de la Quick Step parce que c'était une équipe qui s'en est pas trop mal sortie sur les pavés. Mais il a manqué peut-être le gros résultat qu'ils avaient réussi à obtenir l'année dernière avec Jorgensen. Garcia Cortina n'est pas passé loin, je pense, aujourd'hui. Johan Jacobs, il lui en manque un peu sur la fin parce qu'il était vraiment pas mal. Et Cavagna, Cavagna, le problème c'est qu'il s'est pas frotté, donc c'était compliqué. C'est dommage parce que je me souviens au championnat du monde, il s'est roulé sur les pavés, mais il s'est pas frotté. Donc sur une course comme Paris-Roubaix, c'est compliqué d'obtenir un résultat dans ce genre de situation. Et puis donc il finit 103e et Lascano qui abandonne. C'est dommage parce que la Movistar, on voit qu'elle essaye depuis quelques années maintenant d'être présente sur les classiques flandriennes, d'avoir un rôle sur les classiques flandriennes, parce qu'avant ils étaient présents, mais à part jouer les échappées, ils n'arrivaient pas à faire grand chose d'autre. Et c'est dommage de ne pas s'en sortir aujourd'hui, de passer un petit peu à côté sur la fin. Donc un petit peu triste du côté de la formation espagnole. Et puis je terminais avec Tim Wellens. Un peu décevant aujourd'hui Tim Wellens. Alors certes il y a eu des crevaisons, mais je pense que physiquement il était en forme trop tôt cette année. Tim Wellens, il a fait un énorme week-end d'ouverture. On s'en souvient, où il était très costaud, notamment à Kurn, mais il avait été très bon également sur le Omloop Etniesblatt. Et puis derrière, au fur et à mesure, il a un peu disparu. On l'a vu à Nocureux, où il était sorti dans le final, il avait bien forcé. Et puis sur les moments clés, Tim Wellens, il a été un petit peu en dessous du niveau auquel je pouvais m'attendre. Alors il fait quand même 15e de Roubaix et 12e du Tour des Flandres, mais c'est vrai que par rapport au week-end d'ouverture, même à la 4e place sur le Grand Prix E3, on pouvait se dire Tim Wellens, ça va être vraiment le coureur sur lequel il va falloir compter. Et puis je pense que cette période de classique a été un petit peu longue et qu'il n'a pas réussi à tenir jusqu'en avril. Il était déjà très en forme en février et 2 mois de pic de forme, ça a été un petit peu long. On le reverra maintenant au Dauphiné, Tour de France, pour aider Pogačar dans sa quête de Tour de France du côté de Tim Wellens. Voilà, j'ai trouvé que ça a été un petit peu compliqué pour lui aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'oubliez pas, départ fictif, de poser vos questions. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, et puis nous on se retrouve donc pour de nouvelles aventures. Cette semaine, il y aura la Flèche Brabançonne d'Amstel. C'est une semaine un petit peu plus calme au niveau cyclisme, mais j'ai le Giro à commencer à préparer fortement. On a déjà commencé à préparer des trucs pour le Giro, mais les présentations d'étapes vont se poursuivre. Donc voilà, il y aura peut-être un peu moins de vidéos cette semaine, mais il y aura du contenu en préparation. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!